Bonjour, on parle beaucoup des voitures autonomes qui circuleront peut-être un jour sur nos routes. Mais en attendant, on parle beaucoup moins d'une réalité, les chariots autonomes qui commencent à arriver dans la logistique, dans les entrepôts. Et nous recevons aujourd'hui le PDG d'un des pionniers du secteur, le français Balio. Bonjour Fabien Bardinet. Bonjour. Alors pour commencer, pourriez-vous nous expliquer en quelques mots ce qu'est un chariot autonome ? Un chariot autonome, c'est très simple, c'est un chariot de manutention, on en connaît tous, les Fenwick en France, ça sert à transporter des palettes dans les entrepôts. Et autonome, ça veut dire qu'il se déplace tout seul, il connaît sa position et il est capable de respecter les instructions qui lui sont données par un logiciel en lui disant d'aller d'un point A à un point B. C'est la base de la logistique, les flux. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de quelqu'un sur le chariot pour le piloter, pour le faire aller d'un point A à un point B. Absolument. La clé du système, c'est d'avoir supprimé le conducteur. Le conducteur d'un chariot de manutention, c'est 80% des coûts, donc c'est une somme importante. Et donc le principe de cette machine, c'est qu'elle fonctionne toute seule. Elle est capable de se localiser et donc elle est capable de construire sa trajectoire en fonction de sa position. On a vu des images très spectaculaires d'un acteur américain qui travaille pour Amazon, dans des usines où il n'y a absolument personne. Est-ce que c'est le cas des machines que vous fabriquez ? Alors, Kiva, c'est la fin de la chaîne logistique, c'est-à-dire que c'est la préparation de commandes qui était le deuxième sujet. Si je vous prends l'intégralité de la supply chain, on commence par faire des palettes, la palette a une vie et ensuite on défait la palette. C'est ce que fait Kiva pour Amazon. Vous déplacez la palette. On déplace la palette, exactement. Alors, on est dans des contextes dans lesquels il y a des machines autonomes et dans lesquels il y a des opérateurs. La clé, c'est de faire cohabiter les deux. En fait, la clé de ce qu'on fait, c'est d'être capable de transférer les charges à très faible valeur ajoutée vers les machines et de transférer de cette façon-là les opérateurs vers les opérations à forte valeur ajoutée. C'est quand on arrive à faire travailler les deux ensemble qu'on arrive à créer de la valeur pour nos clients. Et vous ne fabriquez pas complètement les chariots, vous les automatisez, vous vous basez sur des chariots qui existent déjà. On a créé une technologie qui permet de rendre autonome un véhicule. Le cœur de cette technologie, on est dans le monde de la robotique mobile, c'est de savoir où on est. C'est-à-dire que quel que soit l'objet, si vous voulez être capable de le déplacer, vous devez connaître sa position. On a créé un système qui permet de localiser en temps réel, de façon très précise, un objet à l'intérieur d'un bâtiment. Là, on est dans un studio, nos GPS ne fonctionnent plus, nous sommes perdus. Et notre système permet à l'intérieur d'un bâtiment, sans rien changer au bâtiment existant, sans ajouter la moindre infrastructure, de se positionner. À partir du moment où on a créé ça, on est allé voir des fabricants de matériel de manutention en disant en fait, on a un conducteur, on a un système qui est capable de transmettre des instructions à la machine, de savoir où il est, et donc de répondre à des demandes qui lui viendraient d'un système externe, ça s'appelle un WMS, Warehouse Management System, dans notre monde. Donc il reçoit les instructions et il va les appliquer, il va se déplacer, le robot que vous faites se greffe sur le chariot et le déplace. Précisément, c'est précisément ça. Imaginez que ce que nous avons créé, c'est un conducteur. Ce conducteur, on est capable de le mettre sur n'importe quel type de machine, mais nous avons choisi de le faire sur des machines de manutention et donc de créer une gamme de robots de manutention pour bouger les palettes dans les entrepôts. Alors, on dénombre aujourd'hui à peu près 5 millions de chariots de manutention dont vous parlez en activité dans les entrepôts du monde entier. À votre avis, quelle est la part de ces chariots qui peuvent être automatisés avec vos technologies ou des technologies équivalentes ? Alors, on parle de 20 à 30%. Dans un environnement qu'on ne définit pas. Et aujourd'hui, on est inférieur à 1%. Donc vous imaginez le potentiel de croissance gigantesque qu'il y a dans ces activités. Et il faut essayer de comprendre pourquoi on est à un chiffre si faible aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il a fallu casser dans ce paradigme pour rendre ces machines plus simples à utiliser et par là même faire exploser la croissance de ce business. La clé, c'est de faire les choses simples. C'est de faire les choses qui sont faciles à maintenir, faire des choses qui sont faciles à déployer, faire des choses qui s'insèrent dans les systèmes actuels. Le monde qui a servi ces robots autonomes depuis longtemps, c'était un monde d'automatisme très contraignant, très difficile. Il fallait quasiment construire l'usine pour le chariot, j'exagère. Un petit peu, mais pas très loin. C'est-à-dire qu'en fait, on était dans un monde d'automates qui mettait des contraintes sur l'environnement et on bascule dans un monde de robots qui prend les contraintes de l'environnement et qui s'adapte à ces contraintes. C'est le fait de casser ce paradigme, on ouvre un champ de possibles qui devient absolument gigantesque. Alors dans ce champ de possibles, il y a aussi des craintes. Il y a une question à laquelle on ne peut pas échapper, c'est que les 20 à 30% qui seront automatisés, il y a des gens qui les conduisent aujourd'hui et qui seront remplacés par des robots comme le vôtre. Quel va être l'impact sur l'emploi de la technologie que vous proposez ? Alors je pense qu'il ne faut pas regarder sous cet angle-là. Je comprends très bien qu'on puisse avoir peur de cette transformation. Une analyse rapide de l'histoire nous montre que notre histoire est pleine de transformations qui ont changé profondément le monde
et qui n'ont pas généré de chômage pour autant. On cite souvent les moines et vous savez, bénédictins voilà, qui ont perdu leur job au moment de l'imprimer. On parle aussi des conducteurs de voitures à cheval par rapport aux taxis ou aux constructeurs automobiles. Mais en même temps, quand un chef d'entreprise vient vous voir, il le fait avec une volonté de réduire ses coûts de main-d'œuvre. Il le fait avec une volonté d'améliorer sa productivité. Et l'amélioration de la productivité, c'est ce qui est au cœur de la croissance. Alors, c'est quoi la robotique in fine? La robotique, c'est créer plus de richesses, de produits, de tout ce que vous voulez, créer plus en y consacrant moins de temps humain. Ça, c'est un immense progrès social. Tout le monde est d'accord avec ça. Je veux dire, être capable de créer la même quantité ou plus de richesses en y consacrant moins de temps, c'est une évolution. On a un problème, un sujet qu'il faut traiter, mais qui relève les pouvoirs publics, qui est comment on partage cette richesse. Comment on arrive à établir une nouvelle équation économique qui va permettre à chacun, dans ce monde dans lequel il y aura plus de robots, de trouver une composante économique juste. Mais je suis convaincu que ça va arriver. C'est pas en interdisant ou en taxant les robots qu'on va arriver à quelque chose, qu'on va arriver à progresser. Pour moi, la taxe sur les robots, c'est une réponse du 19e siècle, un problème du 21e siècle. Donc le problème du 21e siècle, c'est de partager la richesse, et c'est une évidence qu'il faut travailler sur ce sujet. Taxer les robots, c'est juste, ça va tuer leur développement. Or, on a besoin que ces robots se développent. Vous savez, j'ai un exemple d'un client, qui est un grand logisticien, dans lequel on a déployé des robots. Puis les syndicats, au début, ont été très hostiles à ces robots, puis ils se sont rendus compte que c'était des compagnons de travail et que ça leur facilitait la vie. Et puis au bout d'1 an, on les a arrêtés pour faire une maintenance sur ces machines. Et les syndicats sont revenus voir leur direction en leur expliquant que c'était un scandale qu'on leur faisait faire des tâches de machine. La réalité du monde dans lequel on vit, c'est que... On fait faire à des humains des tâches de machines. Eh bien, nous ne pouvons pas accepter ça, parce que les humains sont une ressource formidable, extraordinaire, fantastique, avec laquelle on peut changer le monde. Utilisons-les à faire ça. Il n'y a pas de limite. Il faut les former, il faut les aider, et c'est ça qui va changer le monde. Dernière question. Au mois de juin dernier, vous aviez introduit Balio en bourse. Vous aviez réussi à lever 45 millions d'euros sur Euronext. C'était plutôt le haut de la fourchette. Quelques mois plus tard, comment ça se passe? Est-ce que c'était une bonne idée? C'était sans aucun doute une bonne idée. Alors, si on regarde sous l'angle du parcours boursier, on a fait pas loin de 50% sur le cours d'intro en 3 mois, donc c'est bien. Et si on regarde sur l'angle du parcours de Balio, on a doublé notre marge sur le premier semestre, on a fait x3 sur notre chiffre d'affaires et on est sur une trajectoire de croissance importante. On est sur une transformation profonde de la société, on est dans un monde industriel, c'est un monde qui est lent parce que l'industrie est un monde qui change doucement, et c'est une grande force de l'industrie de changer doucement, parce qu'elle change profondément. Donc il ne faut pas s'attendre à des croissances de notre activité, je dirais, de start-up du numérique, mais on est dans un rythme de croissance plus proche de 100% que de 10%. Merci Fabien Bardinet. Merci de votre accueil.